Ah, moi j'étais prêt, Maxime. Je sais pas ce qu'on doit faire, mais j'étais prêt. J'ai eu comme une. Hop. Alors, c'est bon pour la musique, Pascal. Ah, c'est maintenant, c'est à nous. Donc on est enfin en direct différé, quoi. C'est ça, hein. Bonjour à tout le monde. Bon, voilà, donc on devait être en direct et puis on est en différé. Donc, désolé hein, pour cette interruption momentanée de l'image. C'est à cause de vous, vous utilisez trop YouTube en ce moment même. Donc, je sais pas ce que vous postez en ce moment sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais j'espère que ça va vous apporter en fait une meilleure conscience de ce qu'on vit actuellement. Alors, on est là un peu pour parler de Désastre humain. Donc Désastre humain, c'est une anthologie qui est sortie au mois de juin et qui maintenant a commencé à faire son chemin parmi vous. Donc j'espère que vous avez les chanceux qui ont pu avoir l'anthologie dès le mois de juin ont pu commencer à lire les nouvelles, écouter les compositions musicales, regarder les illustrations et bien sûr aussi pu voir les courts-métrages qui ont été réalisés cette année. Et donc, Philippe, ici présent, connaît bien l'aventure 1000 saisons, parce que tu es dans 1000 saisons depuis en fait le début, la Cour des Miracles, ouais. 2016. Tu as été le lauréat en fait du premier prix 1000 saisons, Ouais, si je ne me trompe pas. absolument. Donc, et tu as publié donc aux éditions Le Grimoire dans la collection 1000 saisons L'Empire des Chimères, qui était ton premier roman. Ouais, tout premier roman. Voilà, et donc qui est le premier roman publié dans cette collection. Et tu as signé en fait après aussi une nouvelle, puisque le lauréat en fait du prix 1000 saisons passe le relais et donc écrit une nouvelle hors concours dans l'anthologie suivante. Ouais. Et là c'était dans Du plomb et la lumière. Cette nouvelle s'appelait Bison blanc. Tomber les voiles. Tomber les voiles. Il n'y en avait pas eu de. Non, Non, c'était dans Tomber les voiles, je te non promets. mais Dans Tomber les voiles. Bison blanc et dans Tomber les Tomber voiles. les voiles. Ouais, ouais. Il y Qu'est-ce avait. que tu foutais dans Tomber les voiles? Regarde, on t'avait encore gardé pour. Ouais. Alors oui, mais dans Du plomb et la lumière, il y a bien une nouvelle. Pas à moi. Mais il y en a 21 sinon.
Mais aucune de moi. Alors pourquoi tu as publié la nouvelle Bison Blanc, je sais pas, il y hors avait eu concours il y avait eu un an de décalage en fait. Il y avait un an de décalage là. Ouais. Ouais. Ah oui, le rythme était plus rapide, on était. Ouais, c'est ça. C'est vrai que des fois il y a une parution qui peut être un peu décalée parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'anthologie. Ouais, j'aurais eu du mal à écrire le roman et la nouvelle, effectivement, pour la sortie du plan La Lumière. Oui, puis même les nouvelles se sont étoffées avec l'apparition des compositions musicales, avec l'apparition des courts-métrages, et donc c'est vrai que le délai de conception de l'anthologie est un peu plus long. Et en même temps, c'est difficile aussi de faire la promotion, de donner le temps à l'anthologie, qu'elle trouve son public, pour que le public puisse voter, parce que le principe de l'anthologie, c'est aussi que le lecteur participe au processus créatif, qu'il crée sa culture avec nous, un petit peu comme le serait une démocratie participative. C'est-à-dire que, ils votent, et leur vote va influencer directement la direction que va prendre la collection, en choisissant eux-mêmes leurs artistes par rapport justement à ce que ces artistes leur ont montré de leur talent. Alors, qui vote pour que Olivier boive une bière? Moi, je vote pour que Olivier boive une bière. Moi aussi. Tu votes? Ok. Moi aussi. Et Philippe? Bon, allez, vas-y. Moi aussi. C'est bien. Donc voilà, c'est vrai que cette anthologie, elle s'est pas constituée comme ça, elle se constitue pas comme ça par magie, on aimerait bien. Et donc il y a beaucoup de travail. Et d'ailleurs, avant de laisser la parole à Philippe, je sais pas si c'est le moment ou pas, de parler un peu du principe de l'anthologie, et un petit peu, waouh, il y a de la mousse, et de parler du principe de cette anthologie, parce qu'en fait, il est quand même... il fait partie en fait de l'esprit de la collection. C'est-à-dire c'est réunir en fait des auteurs de tous les horizons, des premiers textes, des textes un petit peu plus, je dirais, d'auteurs un peu plus anciens, qui connaissent un petit peu plus les rouages de ce milieu socio-économique qu'est la science-fiction. Et justement, on aura peut-être l'occasion de reparler aussi un peu dans cette intervention de ce qu'est la science-fiction et comment on peut vivre et écrire une nouvelle science-fiction. C'est pas gagné, mais j'espère qu'on arrivera jusque-là. Après cette bière, on fera De pas Moselle. de pub, de Moselle, Moselle bière sans alcool. Non, c'est une erreur! Je fais Non, c'est une erreur! Je fais une erreur! Donc en fait, là, on se sent un peu lésé. C'est une bière sans alcool. Je pense que c'est Voilà, ça, c'est je pense tout, que c'est un je veux mensonge. dire, c'est tout ce qui se passe en ce moment au gouvernement. C'est-à-dire que on te donne quelque chose et c'est pas ce que tu t'attendais que ça soit. Oui, Ah bah oui, hein. pareil pour le gouvernement. On Ça fait des m'appelle pubs. du coup, Et comment on fait en fait? On peut transformer en fait cette bière en bière, je dirais, naturelle. Pure malt, C'est mais une première question, une première ouverture. Mhm. Donc, Pour c'est de la répondre. science-fiction. Hein, ouais. Reprenons. Alors, on en était où? Donc, on en était justement au principe de la collection. Donc, un principe qui se veut donc en démocratie directe, parce que le lecteur va pouvoir créer sa culture avec nous. Il devient le prescripteur de sa culture. C'est plus une culture industrielle, c'est une culture en fait qui est en prise directe avec le lectorat. Et parce que c'est très important, dans la science-fiction et la littérature en général, sont des littératures qui sont là en fait pour, je veux dire, donner de l'importance justement à l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est avant tout une fonction, et cette fonction, elle nous aide en fait à nous orienter. Et justement, on verra en quoi la science-fiction oriente une société, en quoi la science-fiction en fait produit des prophéties autoréalisatrices, en quoi la science-fiction en fait est une littérature d'idées, et si c'est une littérature d'idées, bien en quoi elle a ses travers idéologiques. Donc
Donc, on pourra de toute façon en reparler encore et encore du principe de la collection. Là, je vais laisser la parole un peu à Philippe pour qu'il ne soit pas venu pour rien. Et donc, Philippe, tu vas nous parler de quoi? Alors, moi, j'étais venu pour vous parler un petit peu de voyage interstellaire. Donc, qui n'est pas forcément la partie de la science-fiction que tu as abordée. On était plus sur la science-fiction d'idées, on va dire, à la H.G. Wells et oui, d'autres, ou Barjavel. Voilà, je vais t'interrompre parce que c'est vrai que désastre humain, c'est justement cette problématique. Comment passer le désastre pour aller vers désastre humain. C'est-à-dire que il est temps de quitter le berceau. Et en même temps, comment le faire et comment répondre justement à cette clause qui est posée pour quitter le berceau. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'humanité on est encore au balbutiement du voyage spatial. On est encore un petit peu comme la bernique accrochée sur notre rocher. Et on envisage actuellement d'aller sur le rocher d'en face, en naviguant assez mal et assez lentement. Et voilà, on peut se poser la question effectivement des moyens qu'on va utiliser pour voyager d'une étoile à l'autre, qui nécessitent beaucoup plus de moyens qu'on ne s'en donne aujourd'hui. Et en fait, ma réflexion était partie aussi de discussions. Quand j'ai commencé à me poser des questions de savoir comment je pouvais écrire de la science-fiction, j'avais osé fréquenter des forums scientifiques, ouverts normalement au grand public. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de vous autoproclamer auteur de SF sur les forums scientifiques. C'est assez catastrophique. Surtout en fait que déjà ces forums scientifiques sont déjà une vulgarisation. En général, ils sont pleines de marronniers, parce que les marrons, ça vient tous les ans et il y en a pas mal. C'est juste avant le Père Noël, tu vois. Ouais. Parce que souvent, en fait, je veux dire, le chercheur, en fait, il est souvent confronté à ce Père Noël, tu vois, à ce qu'il doit croire ou ne pas croire, parce que lui aussi a lu toutes ces revues scientifiques lorsqu'il était jeune, et souvent les vocations sont nées de là. C'est-à-dire... bien sûr, tout à fait. Et donc, ce sont ces marronniers, en fait, qui les ont fait rêver, qui ont développé chez eux un imaginaire, et se sont posés cette question, genre, moi, ce monde de demain, je veux l'inventer, et donc je vais aller vers cette proposition qu'est la science, parce que, justement, la science n'est qu'une proposition aussi. Et d'ailleurs, l'un se nourrit de l'autre, puisque la science se nourrit aussi de la science-fiction. J'en veux pour preuve que, par exemple, pour le centenaire de la naissance de Robert Heinlein, peut-être pas ton auteur préféré d'ailleurs en science-fiction. Alors si, j'adore Robert Heinlein parce que j'ai adoré Citoyen de la Galaxie, j'ai adoré Étoile garde à vous. Robert Heinlein fait partie en fait de ces 5-6 auteurs de l'âge d'or de la SF américaine, que j'ai lu et relu, pratiquement tout ce qu'ils avaient publié en fait en France. Le Vagabond de l'espace, etc. Et je pense que justement Robert Heinlein en fait était, malgré quelques polémiques qui ont entaché sa carrière, était quelqu'un de profondément humain. Et donc, à l'occasion du centenaire de sa naissance, la NASA lui a remis donc une médaille du mérite. Et l'un des administrateurs de la NASA, dont je n'ai pas noté le nom, mais a reconnu qu'en fait, une partie de la conquête spatiale, notamment la conquête de la Lune, était inspirée fortement par les récits de Robert Heinlein. Ça veut dire qu'effectivement, la science-fiction se nourrit de la science, effectivement. On a besoin de la science-fiction pour se projeter, pour imaginer ce que pourrait être un avenir. Alors ça peut être un avenir scientifique, mais on pourra parler effectivement des débats des idées également. Mais la science, elle aussi, se nourrit de la science-fiction parce que il y a pas mal de scientifiques, d'astrophysiciens notamment, qui reconnaissent tout à fait, qu'ils ont lu Astounding Stories ou d'autres magazines américains dans les années 60 ou 70, et ça nourrit leur volonté justement d'aller au-delà, d'aller chercher effectivement à quelque part réaliser les rêves qu'avaient émis certains. C'est une époque aussi, Robert Heinlein, ses lectures, c'était c'est une période en fait où les migrants sont arrivés aux États-Unis avec dans leur bagage en fait des ouvrages de science-fiction qui n'étaient pas que des livres de merveilleux scientifiques, Jules Verne, plus aussi tout un tas d'auteurs qui ont un petit peu disparu.
Je pense que il y a un très bel ouvrage qui a été fait par Joseph Alterac là-dessus, Rétrofutur. Enfin bon, c'était vraiment le spécialiste en fait de cette période en fait de la science-fiction. Et donc ces migrants arrivent aux États-Unis, et dans leur valise ils ont des livres de droit, ils ont des livres de poésie, mais ils ont aussi de la science-fiction, du merveilleux scientifique, et ils arrivent dans un monde qui est un monde de fantaisie. Ouais. Donc en fait, naissent en fait ces voyages sur Mars avec Burroughs, etc. Mais derrière tout ça, il y a des jeunes qui lisent des revues de vulgarisation scientifique, comme Robert Heinlein. Ils sont aussi bien séduits par ce voyage en fait dans l'espace. Et là, ça rentre aussi dans d'autres propositions, parce que voilà, le fantastique aussi fait partie justement de l'âge d'or de la SF américaine, notamment avec Lovecraft, puisque Cthulhu, finalement, c'est de la science-fiction. On est dans des dimensions différentes. Et le côté fantastique, en fait, est perceptible aussi. Tout comme dans Cyrano de Bergerac, où en fait, on s'oriente vers un voyage sur la Lune, qui ne peut commencer que par l'alchimie. C'est-à-dire Bergerac, l'auteur, pas le personnage de oui, de l'auteur fiction de Cyrano Rostand. de Bergerac, Ouais, ouais. voyage dans les états de l'Empire de la Lune et du Soleil. C'est-à-dire que Cyrano va utiliser, en fait, avant la fusée à étage, va utiliser tout l'arsenal alchimique, et il y a des résultats. Puisque c'est l'alchimie qui va l'amener sur la Lune. C'est pas toutes les théories scientifiques qui étaient vulgarisées, qui commençaient aussi. Voilà, il y avait aussi des savants à l'époque. Je te laisse finir, Philippe, je me monopolise la parole. Voilà. Bon, et donc on disait effectivement que la science et la science-fiction se nourrissent l'une de l'autre. On a quand même beaucoup d'auteurs de science-fiction qui sont eux-mêmes des scientifiques. On peut citer Isaac Asimov, bien entendu, Arthur C. Clarke également, qui sont tous deux docteurs biochimie pour l'un. Mais Arthur C. Clarke, d'ailleurs, pour les petites anecdotes, qui a fait participer à l'élaboration du radar pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été décisive pour la victoire, en tout cas pour la RAF à l'époque, qui a participé à la conception également des satellites géostationnaires, donc c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la science. Puis après on peut en citer d'autres, Gregory Benford, David Brin par exemple également, qui sont astrophysiciens, Carl Sagan qui avait écrit Contact, qui a été porté en film par la suite, ou en France on peut parler de Jean-Claude Duniac, qui est titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées. Alors, il y en a d'autres. Mais il y en a plein d'autres. Et par contre, à contrario, il n'est pas nécessaire d'être un scientifique de renom pour écrire de la science-fiction. Heureusement, on parlait de Robert Heinlein, qui n'a jamais été un scientifique, pas fait d'études scientifiques très poussées, et qui fait partie de ce qu'on appelle le Big Three. Oui, mais il faut aussi comprendre aussi que la science-fiction, c'est une école à part entière. C'est-à-dire qu'a priori, le jeune qui lit de la science-fiction, en fait, a quand même 2 ou 3 longueurs d'avance pour voir quelles vont être les technologies. Tout à fait. Parce que justement, tous ces auteurs-là, et puis en même temps, ils ont aussi leur savoir, sont souvent de grands autodidactes. Oui, absolument. C'est vrai qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe, c'est effectivement là où je vais venir. On peut quand même rappeler, il y a 3 lois qui ont été formulées par Arthur C. Clarke. Les 3 lois de Clarke, donc, qui précisent quand même, juste pour faire un petit amuser un petit peu, c'est que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Voilà, c'est intéressant. Et Brent Benford a renchéri sur le sujet par la suite en disant que n'importe quelle technologie qui est discernable de la magie est insuffisamment avancée. Oui, alors c'était dans le livre de Jacques Vance, notamment La mort de la Terre, justement. Il s'est passé on ne sait pas quoi, et puis finalement toutes les pratiques magiques, tout ce qui est, se rapporte la plupart du temps à, je veux dire, par rapport à ceux qui vivent l'instant, à de la magie. Oui, c'est vrai que bon. Donc oui, effectivement. Ouais. Par rapport à la technologie, c'est vrai que quand on atteint un certain niveau, c'est vrai que ça relève de la magie pour le profane, on va dire. Il y a certains spécialistes qui vont comprendre exactement de quoi ils parlent et sur quel principe ça fonctionne. Pour le grand public, on va dire que ça reste assez mystérieux dans le détail.
Bon, alors après, on est d'accord que pour écrire de la science-fiction, c'est pas le tout d'utiliser le registre ta gueule, c'est magique, pour faire quelque chose de cohérent, de construire un univers qui fonctionne correctement. Il faut, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est d'établir. Ce qui est important, c'est que comprendre bien, c'est que déjà l'univers est très peu connu. Aujourd'hui, les scientifiques ont établi que à peu près 95% de la masse de l'univers est absolument inconnue. C'est réparti entre ce qu'ils appellent la matière noire et l'énergie noire, et 5% est composé de des atomes qui nous composent. C'est 4% même en fait, 4% de matière. Entre 4 et 5%, qui est la matière connue, les atomes qui nous constituent, toi et moi. Tout le reste, en fait, on ne sait pas exactement, et on a beau chercher pour l'instant à toucher du doigt soit cette matière noire, soit cette énergie noire, et pour l'instant, on ne trouve pas. Donc, dire surtout que cette matière a une durée, et donc c'est vrai que lorsqu'arrive le cataclysme du trou noir, enfin tu vois, lorsqu'une une étoile s'effondre, là, il va y avoir une production de matière justement. C'est là que d'énergie produit l'atome. Fondamental. Va être produit l'atome, et finalement, dans un laps de temps très court, il va en rester que ceux qu'on connaît sur Terre. Et donc, si on s'intéresse un petit peu sur les recherches actuelles, pour se projeter justement au-delà de ce qu'on connaît, on peut citer la deuxième loi de Clarke, dont tous les auteurs de science-fiction peuvent s'inspirer, à savoir la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, donc dans l'impossible. Donc il ne faut pas avoir peur effectivement de construire un univers, de se projeter, de voir un petit peu ce qui se fait actuellement, de ce qu'on connaît effectivement du fonctionnement de l'univers, et notamment du voyage spatial, et essayer d'imaginer un peu ce qu'on pourrait faire si on découvrait quelques-uns des mystères de l'univers dans lesquels nous nous inscrivons tous. Non, mais c'est pas pour autant qu'il faut rester ignorant. Ah bah non, faut vraiment s'intéresser. L'acte là de créatif en fait de cette science qui est une fiction, c'est de justement projeter en fait cette ignorance, pour essayer de la regarder en face, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Et par rapport justement à ce qu'on pense être vrai. Et donc par rapport au voyage interstellaire, donc il y a trois questions qu'un auteur de science-fiction devrait se poser. La première, c'est de savoir quelle technologie effectivement on va employer pour approcher ou dépasser la vitesse de la lumière. La deuxième, c'est quelle énergie on va utiliser pour mettre en œuvre la technologie. Et puis la dernière, c'est en fait de savoir comment l'homme peut survivre en fait à ce voyage. Parce que l'espace est loin d'être une terre d'accueil. Oui, déjà dans un premier temps, parce que c'est un univers, c'est un environnement qui n'est pas celui, qui n'est pas notre biotope. Donc finalement, il faut créer de l'hermétisme autour de soi, et amener un petit peu de sa terre natale pour pouvoir voyager. Ouais, exactement. On n'est pas loin du comte Dracula, là, il faut un petit peu de terre dans le cercueil, parce que finalement, le voyage, il n'y a pas forcément de retour, déjà, et qu'ensuite, déjà, cette contrainte biologique, mais aussi cette contrainte, c'est-à-dire que, qu'est-ce que devient justement l'homme, une fois qu'il est séparé, Exactement. qu'il est séparé de la terre, aussi des autres, parce que justement, lorsqu'il est séparé des autres, en fait, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus. Ce qui est frappant, c'est que pendant le premier confinement et pendant toute cette période qu'on a connue, en fait, la séparation de l'autre a amené des baisses de cognition chez les personnes âgées, chez les enfants. Donc, qu'est-ce que devient l'astronaute qui va partir loin de sa famille, de ses proches, je dirais de ses voisins, en fait, qui va partir, qui va sortir du champ, en fait. Qu'est-ce qu'il devient, lui, cognitivement? Et puis, ça me fait penser à ce que tu disais, à l'expérience Deep Time qui a été menée il n'y a pas très longtemps, où c'était une quinzaine de personnes qui ont été enfermées dans une caverne sans contact avec la lumière. Et c'était un peu de voir aussi comment on réagissait à l'absence d'alternance jour-nuit. Et on s'aperçoit que très rapidement, l'homme perd ses repères temporels, et que là où des gens, alors je crois que ça a duré 30 jours de mémoire, là où des gens pensaient qu'il s'était écoulé
Alors tous ont plutôt accéléré leur rythme de vie. C'est-à-dire qu'ils ont... Je crois que donc ça s'étalait entre... Il y a quelqu'un qui a pensé qu'il avait passé 11 cycles jour-nuit pendant ces 30 jours, et je crois que celui qui a plus longtemps, c'était 23 jours. Oui, alors cette expérience avait déjà été conduite il y a Oui, 20 ans, je crois, exactement. 20 ans ou 25 ans. Ouais. Et la jeune femme, en fait, qui a vécu comme ça dans l'isolement, elle avait son rythme biologique qui avait changé, ses périodes de veille étaient plus importantes, ses périodes de sommeil aussi. Donc elle pouvait dormir pendant 3 jours et rester éveillée pendant 2 ou 3. Mais le retour à la surface a été brutal. Ouais. C'est-à-dire que quelques temps après, en fait, elle s'est donné la mort, je crois, il me semble. Et ça, en fait, justement, lorsque c'est arrivé, puisque c'était un événement quand même qui était suivi par, qui était une expérience qui était primordiale, en fait, la communication sur cette expérience s'est arrêtée. C'est-à-dire que quelque part, que s'est-il passé, pourquoi, comment s'est passé le retour? Apparemment, il s'est bien passé. Je veux dire, elle était contente de retrouver ses proches, etc. Mais quel choc, tu vois, quel choc de la perdre. Là, la différence, c'est qu'effectivement, dans la deuxième expérience, celle qui date de cette année, si je ne dis pas de bêtises, là, ils étaient une quinzaine de personnes ensemble. Donc, ils ont vécu. Par contre, chacun, les consignes étaient données que chacun, en fait, pouvait aller se coucher quand il le voulait, quand il le ressentait, et devait respecter le sommeil des autres. Il n'était pas question que les uns réveillent les autres, etc. Et là, donc, c'était effectivement, on voit que très rapidement, l'humain perd ses repères s'il ne voit pas l'alternance de la nuit et du Et jour. d'ailleurs, la science n'est peut-être qu'un repère dans cet espace. Donc moi, de ce que j'ai pu lire à droite et à gauche sur la plupart des recherches actuelles sur les manières d'approcher ou de dépasser la vitesse de la lumière, s'appuient quasiment toutes en fait sur la courbure de l'espace-temps. On est dans un univers qui s'appuie sur 3 dimensions, les 3 dimensions qu'on connaît tous, plus la 4e qui est la dimension temporelle. Et l'idée, effectivement, c'est que si on est un platiste, par exemple, le plus court chemin d'un point A est un point B est à la ligne droite, forcément. Parce que c'est plat, il suffit d'aller tout droit et on y arrive. À partir du moment où déjà on se place sur la surface d'un globe, on s'aperçoit, je pense que tous ceux qui ont pris l'avion pour se rendre par exemple aux États-Unis s'aperçoivent que la route de l'avion passe souvent assez près du pôle pour redescendre, ce qui est bien la preuve que le court chemin n'est pas en suivant la ligne droite sur le globe. Donc, et dans l'espace-temps, a priori, il est possible effectivement d'établir des raccourcis. Donc il y a une principale théorie qui a été émise par Albert Einstein et Nathan Rosen, qui sont les ponts d'Einstein-Rosen, qu'on appelle assez communément les trous de verre. Donc ces trous de verre, d'un point de vue mathématique et physique, ils existent théoriquement. Einstein, les deux, et Rosen ont établi que pour les mettre en œuvre, il fallait une quantité d'énergie négative, c'est-à-dire pour maintenir le trou de verre ouvert, il faudrait une quantité d'énergie négative assez importante. Le seul problème est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas cette énergie négative. On la cherche, on sait qu'elle existe théoriquement. Elle fait partie des 95% de l'univers qui ne sont pas connus aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une première façon d'envisager les choses, sur lesquelles les auteurs de science-fiction d'ailleurs ont déjà utilisé à de nombreuses reprises. Et la deuxième, a été modélisée par un scientifique, un physicien mexicain qui s'appelle Miguel Alcubierre, et qui consiste en fait à créer une espèce de vague qui compresse en fait le temps en amont du vaisseau qui utiliserait cette technologie et qui le dilaterait en fait derrière lui. Là encore, ce sont des choses qui s'appuient sur les lois de la physique édictées par Einstein. Il y a d'ailleurs, donc la NASA a alloué une toute petite partie de son budget, quelques dizaines de milliers d'euros, à un physicien qui s'appelle, je ne sais plus, je l'ai noté quelque part, mais peu importe, je pourrai donner le lien, sur cette façon de se propulser dans l'espace. Et effectivement, alors, pour les gens qui se trouvent à l'intérieur de ce vaisseau, l'espace-temps reste normal, c'est-à-dire qu'il ne se dépasse pas plus vite que la lumière. Par contre, pour un observateur qui resterait à l'extérieur, il s'apercevrait que la lumière mettrait plus de temps que le vaisseau pour parvenir à son point de destination. Je pense qu'il est important de rajouter qu'en fait, tout est en mouvement dans l'espace. Oui. Déjà, dans un premier temps, tout est en mouvement. Et en fait, ce qui coûte de l'énergie, c'est changer la trajectoire.
Absolument. Donc c'est ce qui est important de saisir, c'est que tout corps est en mouvement, nous sommes en mouvement, la planète est en mouvement, notre système solaire est en mouvement. Donc en fait, ce voyage existe déjà dans l'espace. C'est d'ailleurs partie un peu des mystères de l'univers, puisque théoriquement, après le Big Bang, qui a créé une espèce d'explosion, effectivement, qui explique en partie l'expansion de l'univers, la loi de la gravitation universelle, normalement, devrait freiner l'expansion de l'univers, et même l'amener en fait à se replier sur lui-même. Or, là aussi, tous les scientifiques s'accordent pour dire que l'univers continue à s'épandre et que ça ne résulte pas uniquement du Big Bang. Il y a donc une énergie quelque part qui continue à éloigner c'est ça, l'univers. On parlait d'énergie négative, Mhm. c'est-à-dire qu'en fait, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que si, en fait, tout était, je dirais, polarisé, en fait, l'univers serait en train de rétrécir. Exactement. Donc il y a justement, cette énergie négative, forcément, puisque tout est en mouvement, forcément elle existe, machin, etc. Puis il y en a qui sont très négatifs dans la vie aussi. Hein. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont plus positifs. Et en fait, l'un dans l'autre, on avance quand même. Mais voilà, c'est-à-dire que cette absence, cette absence de sens, justement, puisque justement un changement de trajectoire, ça correspond à un sens qu'on veut donner justement pour se propulser soi-même dans l'espace. Eh bien, c'est là-dessus, en fait, que toutes les théories divergent et il y a toujours un verre dans la pomme. Exactement. Pour l'instant. C'est-à-dire. Des potages intéressants. Oui, voilà, c'est ça, il y a des grésillements. Alors, Philippe, dans l'espace-temps. Tu en étais où dans ton expansion? Alors, dans mon expansion, juste on peut rebondir sur ce que tu viens de dire, à savoir que malgré tout, l'image du trou de verre a été utilisée par les physiciens justement pour expliquer un petit peu le principe de la courbure de l'univers et du fait que si je suis un asticot d'un côté de la pomme et que je vais arriver de l'autre côté de la pomme, je peux soit faire le tour effectivement par la périphérie, soit je creuse au travers. Ça nécessite plus d'énergie, mais effectivement c'est tout court. Voilà, donc le trou de verre, donc c'est vraiment cette image de l'asticot qui mange la Et pomme. tu crois qu'il y a à creuser là-dessus, sur une idée comme ça? Franchement, L'asticot spatial, moi je pense que... Il y a 4% de matière, je veux dire, donc on va creuser dans le vide. Est-ce que c'est possible de creuser dans le vide? Écoute, sachant qu'il y a 95% ou 96% de la matière qui n'est pas connue, je pense qu'il y a moyen de creuser quelque chose, effectivement. On peut trouver de l'or. D'ailleurs, si les gens s'intéressent à la propulsion Alcubierre, ils peuvent regarder faire des recherches sur leur navigateur préféré, donc un projet qui s'appelle IXS Enterprise, du nom de Star Trek, bien entendu. Ils verront qu'effectivement la NASA a alloué quelques fonds à un chercheur sur le sujet, le chercheur qui s'appelle Harold J. White. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on disait effectivement, c'est que, en tout cas, pour mettre en œuvre l'une ou l'autre des deux théories qui occupent un petit peu les chercheurs qui s'intéressent effectivement au voyage plus rapide que la lumière, il y a une quantité d'énergie négative qui est assez importante à mettre en œuvre. Et encore une fois, pour l'instant, on continue à la chercher. Donc, justement, quand on cherche, il faut continuer à creuser. Mais et surtout, ce qu'on sait, c'est que pour mettre en œuvre, en tout cas, ces technologies, il va falloir disposer de quantités d'énergie assez phénoménales. Et donc, là encore, il y a deux technologies qui semblent pouvoir permettre d'y arriver. Donc, il y a le moteur à fusion, puisqu'on faisait la fission nucléaire jusqu'à présent, mais plutôt la fusion. Et puis, il y a l'utilisation de l'antimatière. Donc l'antimatière, ça c'est quelque chose qu'on connaît, on sait même le créer en laboratoire, mais à des quantités vraiment infimes, et qui pose un problème particulier, c'est qu'on sait que quand l'antimatière rencontre la matière, énorme explosion, et une énergie malade, et donc on doit créer des champs électromagnétiques très importants pour contenir en fait cette antimatière et l'empêcher de toucher la matière, sauf là où on veut, notamment pour propulser des vaisseaux ou créer de l'énergie. Donc là encore, ça ouvre un champ des possibles assez intéressant pour les auteurs de science-fiction, notamment ceux qui aiment bien les combats spatiaux. C'est que si on touche un réservoir d'antimatière, bon,
Ça fait un trou dans l'espace, alors qu'ils l'ont creusé. Voilà. Mmh. Donc on peut voir ça comme ça. Et en tout cas, voilà, ça ouvre un petit peu le champ des possibles, et on sait qu'aujourd'hui, l'humanité en est encore à balbutier un petit peu sur les deux sujets, mais c'est quand même des technologies qu'on peut facilement imaginer effectivement utilisables dans quelques dizaines d'années, puisqu'on est déjà en fait au balbutiement de ces technologies-là. Et puis donc le troisième point qu'on a déjà un tout petit peu abordé, donc c'était effectivement la question de la survie de l'humanité dans l'espace. Le fait qu'il faille, pour emmener l'homme dans l'espace, lui fournir de l'air et de l'eau, minimum. Ce sont des choses, alors l'air peut-être comprimé, ça pose un peu moins de problème, mais l'eau est quand même un problème assez important. Il faut également le protéger du rayonnement cosmique. On sait qu'à long terme, l'exposition au rayonnement cosmique en fait, détruit notre ADN, justement, on en parlait. Donc il faut faire attention au stockage des données sur de l'ADN synthétique. Ça c'est pour rebondir sur une discussion qu'on a eue avant l'émission. Voilà, et puis donc là, effectivement, libre aux auteurs effectivement d'imaginer comment on peut résoudre. Donc, une des façons qu'on a trouvé un petit peu de résoudre certaines de ces équations en science-fiction, c'est l'utilisation de la cryogénisation ou la biostase. Là encore, on en est à des stades assez de balbutiement de ces sujets-là. On sait cryogéniser les gens, on ne sait pas encore bien les réveiller. Et si on s'arrête à des détails, franchement. Donc voilà. En tout cas, ça fait partie des champs de recherche qui sont en cours et qui sont intéressants parce qu'effectivement, un humain qui n'a plus besoin de respirer, qui est techniquement, on va dire, mort, besoin de beaucoup moins d'air pour respirer, beaucoup moins également d'eau à boire. Et ça fait partie effectivement des choses qui peuvent être envisagées. Oui, mais oui, voilà, c'est ça. On imagine bien en fait cette tentation qu'il peut y avoir justement finalement à pas envoyer des humains. Bien sûr. Mais envoyer que des morceaux d'ADN, des morceaux d'ADN qui n'auraient plus besoin d'eau, plus besoin de trucs, c'est-à-dire qu'une information, finalement, qui serait notre information, qui serait l'information humaine. Mais là, dans ce cas-là, en fait, on ne peut pas considérer peut-être que juste une information ça représente le vivant. Donc, c'est-à-dire, on peut partir comme ça, dans l'au-delà. Je pense que sans eau et sans nourriture, ça peut aller très vite. On peut très vite franchir l'espace comme ça et aller dans un endroit justement où ces pommes sont pleines de verre. Mais au-delà de tout ça, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment que cette science, en fait, elle n'est qu'une proposition. Et c'est-à-dire que dans l'écriture de cette science, dans sa fiction, en fait, la science-fiction est devenue très négative. C'est-à-dire, on parlait d'énergie négative, mais aujourd'hui, c'est vrai que cette science-fiction qui était positive, qui allait vers l'amélioration des conditions de vie de l'homme, sur le développement, le voyage en espace, l'accès à l'abondance, parce que finalement l'accès à l'espace, c'est l'accès à l'abondance. C'est-à-dire à toute cette matière qui n'est pas présente sur Terre. Et donc dans ces états de transformation divers qui nous permettent, nous, de les recycler et de les transformer à notre tour. Donc finalement, cette science-fiction est devenue très négative. C'est-à-dire que il y a une perte, enfin tu vois, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, cette science-fiction, c'est une science-fiction qui devient désastreuse, écologiquement, humainement. Ils ont vécu un grand traumatisme, celle de la découverte justement et de la réinvention, en fait, finalement de la science qui accompagne depuis toujours les sciences exactes, c'est cette science humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans les progrès en fait, de la psychiatrie moderne, en fait, l'Allemagne
n'aurait pas sombré en 5 ans. C'est-à-dire que qu'on redécouvre en attention. fait. Aïe, aïe, Attention. attention. Aïe, aïe, C'est quoi? J'ai entendu comme un truc, c'est un buzz de Une censure. petite alerte pour le point de Tu vois. Goldwyn. Petite alerte pour le point Voilà. de Une petite alerte sur le point de Goldwyn. Petite alerte sur le point de Goldwyn. Voilà. C'est un titre indicatif. C'est un titre indicatif. Ah, salut Mais Pascal. tu peux continuer, Oli. Mais Ok. tu peux continuer, Oli. Donc je sais plus ce que je disais maintenant. Mais j'essaye. Ah, oui, je disais qu'en fait, la redécouverte en fait de pratiques magiques qui sont devenues en fait des sciences humaines, comme la psychanalyse, la psychiatrie, et justement avec aussi cet apport que peut avoir la substance en fait sur l'état de réception de l'individu. Il n'y a pas de buzz là maintenant quand je dis ça? Ah bah attends, tu veux un buzz? Ah bah attends, tu veux un buzz? Ok, alors je t'en envoie. Ok, alors je t'en envoie, Ok. deux buzz, tiens. Un peu ça c'est sympa. Et puis, Oui, ça c'est un bon buzz Voilà. ça. Oui. Là, tu peux y Là, aller. Et ouais, Là, tu donc, peux y aller. donc maintenant je sais que vous m'entendez parce que j'avais un doute. ouais. On t'entend, Pascal. Donc voilà, voilà. la science-fiction est Parce devenue. que sinon j'aurais pas arrêté. Hein. On repart sur la science-fiction alors. On parle pas. On continue sur la science-fiction. Voilà. Donc on refait de la fiction et de la science en même temps. Voilà. Donc voilà, ouais, 5 ans. 5 ans justement pour qu'une idéologie, avec ses découvertes techniques, en fait, puisse en fait transformer en fait un peuple, transformer, je dirais, et avec justement là, dans les sciences médicales, l'apparition d'horreurs les plus totales. C'est-à-dire l'enfermement dans des camps d'êtres humains, des expériences qui se font médicales sur eux, qui n'ont ni queue ni tête, et tout ça avec des grands inventeurs, comme le cyclone B et le cyclone A, qui ont sauvé l'humanité plusieurs fois, mais qui ont su en détruire une partie. Donc cette science, vraiment, elle représente un danger. Le côté négatif de cette science apparaît à ce moment-là, et aujourd'hui, on en est là, quoi. Je veux dire, avec dans cette disparition, en fait, de la confiance qu'on peut accorder à la science, puisque finalement, Alors- elle mène toujours à la catastrophe. Alors c'est là où je veux bien rebondir. Ah, on t'écoute, Pascal. Voilà. Parce que j'ai quand même, voilà, du coup j'ai bien écouté, vu que je savais pas si je pouvais intervenir. Et je trouve qu'effectivement, c'est-à-dire que c'est là où on aborde le côté intéressant, puisque le thème de départ c'est comment vivre, ce qui n'est pas un détail pour rien, et écrire une nouvelle science-fiction, avec ce côté de sacralisation de la science, mais pas qu'au niveau de la science, même dans l'écriture. Et ça me fait penser, moi ça me ramène directement à un sort de principe de, donc on parlait de voyage spatial, les moyens techniques pour y arriver, tout ça. Le problème c'est que c'est bien joli. Les problèmes techniques, la science, on est à une époque où la réalité, commence à dépasser la fiction au niveau, je veux dire, les promesses scientifiques, les voies scientifiques, il y en a beaucoup qui sont quand même bien élaguées, mais même si du jour au lendemain on avait tous les moyens techniques dont parlait Philippe Aurel étaient résolus, on aurait quand même un sacré problème, à savoir que le voyage dans l'espace, par exemple, ne serait pas possible humainement. Parce que il y a un problème de science sociale à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'envoyer quelqu'un dans l'espace, on se pose toujours le problème technique, mais et ça, Olivier, on a une petite conversation là-dessus. C'est même toi qui m'as mis aiguillé là-dessus. C'est la question de déconnecter un être de son environnement, et ça, c'est quelque chose qu'on mesure très faiblement et qu'on sous-estime sûrement. Il y a un sort de principe... Un jeune aujourd'hui, de son smartphone,
de son téléphone, c'est-à-dire que ses parents, après une petite bêtise, lui confisquent son smartphone. Et là, c'est peut-être justement une piste pour ce que tu étais en train de dire, Pascal, c'est-à-dire que là, il y a une perte de tous les repères. Tu as déjà fait l'expérience, Pascal, de passer... C'est quelque chose de profond en plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Oui, mais bon, enfin, la limite de l'expérience là, de ce qu'on vient de dire, c'est que malgré tout, on s'aperçoit que les jeunes déconnectés de leur portable, bon, à part sortis de la phase de deuil, on va dire, finissent très bien par s'adapter en fait au nouveau mode de vie qu'on leur Oui, propose. parce qu'il y a justement la collectivité qui est là, parce qu'il y a justement, ils s'aperçoivent en fait qu'ils sont emprisonnés en fait justement dans un microcosme, et finalement à ce moment-là, ils changent d'espace, ils changent d'espace pour redécouvrir en fait une dimension qui est celle qui est beaucoup plus du réel, en fait, du réel ou de la réalité, mais justement, ils sortent en fait de cette hibernation artificielle provoquée par le smartphone. Mais bon, après on reboucle Ouais, effectivement un peu avec ce qu'on disait sur l'expérience Deep Time, effectivement, donc le sortir du cycle, alors là c'était scientifique encore, je suis d'accord avec toi Pascal, mais malgré tout on s'aperçoit qu'il y a quand même une adaptabilité qui se fait. Après, ta question est complètement pertinente, à savoir que comment l'être humain est capable de s'adapter effectivement à des conditions de vie qui sont à ce point étrangères qu'on ne sait même pas les imaginer aujourd'hui. Ça, c'est une vraie question, je suis d'accord. oui, mais c'est pas, disons, ça va. Et ça Pour va moi, plus ça va loin. même au-delà de ça. Oui, oui, Voilà, c'est- Pascal, au-delà de ça. tu as tout à fait raison, ça va encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que on pourrait faire l'expérience aussi avec une abeille. Est-ce qu'une abeille qui est née dans une ruche, on la met à 300 km, combien de temps survit-elle à l'absence de la ruche? Oui, ben voilà, de toute façon, je faisais référence à ça. Et comment dire, moi je sais que là, on dirait que je suis éclairé à la bougie, et la nuit vient de tomber, c'est un peu bizarre. Ça y est, du coup, je dis une connerie et j'ai perdu le fil. C'est comment dire, il y a quelque chose que je sais plus dans quoi j'avais lu ça il y a longtemps, et je sais plus dans quel contexte, mais j'ai toujours trouvé ça assez intéressant. C'est un sort de principe qui disait que l'homme ne pourra pas quitter la Terre tant qu'il n'aura pas résolu ses problèmes sur Terre. En fait, ça veut dire quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que du coup, c'est hors le moyen technologique. On admet que le moyen technologique est résolu, mais c'est une question d'avoir finalement, il n'y a pas de science sans conscience. Il faut que la conscience soit suffisamment élevée pour en être capable. Tout comme pourrait l'être la chenille et le papillon. C'est-à-dire que ça demanderait justement, peut-être, hypothèse, à l'humanité de comprendre quelque chose sur elle-même avant de partir dans l'espace. La question aussi est de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on envoie dans l'espace et où est-ce qu'on l'envoie. Est-ce qu'on envoie une toute petite poignée d'humains, donc c'est-à-dire insuffisant pour constituer une ruche humaine, ou est-ce qu'on envoie effectivement un contingent plus important et à même de recréer son propre environnement ailleurs? Ou de l'ADN. L'ADN, bon, c'est vrai que l'avantage de l'ADN, c'est qu'a priori, il n'a pas de problème d'adaptabilité, mais qu'est-ce qu'un humain recréé ailleurs, effectivement Est-ce que c'est toujours un être humain? Aujourd'hui, en fait, quand on veut définir l'être humain, on ne peut penser en fait qu'à ceux qui sont non contemporains. C'est-à-dire, on peut imaginer ce que pouvait être un Homo sapiens sapiens, un Néandertal, mais on ne sait pas ce qu'il vivait. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'être humain, on parle de ceux qui sont avec nous au même moment sur la planète. Qu'est-ce qu'on pense, Pascal? Plein de choses et trop. C'est-à-dire que
Bon, sur l'histoire, non, mais genre envoyer de l'ADN, etc. Comme tu dis, comme l'histoire, on était peut-être tous africains au départ. De toute façon, je veux dire, n'importe quel organisme s'adapte toujours à son environnement. C'est pas là-dessus, il y a peut-être pas de souci. Effectivement, une ADN qui renaîtrait, on ne sait où, on ne sait quand, donnerait, je veux dire, n'aurait pas tous les problèmes genre abordés avant, parce que elle repartirait à zéro avec son nouvel environnement, et on sait de toute façon, et on serait même pas là pour savoir ce que ça donne. Oui, c'est ça. Donc c'est un... Ouais, tout à fait. Donc, je veux dire, l'aventure spatiale, elle peut être, elle ne peut être que si elle fait partie de notre expérience. C'est-à-dire que si elle est le fruit de notre expérience. Et donc c'est pour ça que pour le moment, cette expérience qu'on a du vivant, qu'on a de nous, qu'on a de la science, ne nous permet pas d'y accéder pour l'instant. C'est-à-dire que voilà, je veux dire, on pourrait recréer à partir d'un ADN, je veux dire, on pourrait s'imaginer pouvoir recréer un homme de l'ancien temps. Mais c'est pas pour autant qu'en fait il aurait voyagé dans l'espace. Il aurait voyagé juste dans le temps. C'est des problématiques qui sont abordées par... Lui, il n'aurait pas du tout voyagé. Hein. Ce sont des problématiques qui sont abordées par Romain Benassaya dans ses romans qui commencent par Arca. Et justement, effectivement, de la préparation, effectivement, psychosociale de l'humanité, effectivement, au voyage spatial. On est complètement d'accord. Mm-hmm. Il y avait d'ailleurs un truc, tout à l'heure Philippe, tu parlais de la NASA qui s'inspirait de fiction. Il y a une quinzaine d'années, j'avais vu au Canada un reportage canadien. D'ailleurs, c'était très ciblé. En fait, ils parlaient de toutes les inspirations qu'ils avaient eues de Star Trek. Donc des développements qu'ils avaient effectivement orientés par rapport à des idées qui, comme il disait, qui étaient, oui, c'est farfelu, mais il y a un truc, voilà. Donc il y a une sorte d'intuition qui leur donnait la main, et ils s'engageaient vraiment là-dedans, quoi. Donc oui, de ce côté-là, c'est... Ben, je parlais effectivement de la propulsion Alcubierre. En fait, il y a ce qu'on appelle le warp drive dans Star Trek est assez proche en fait de la métrique d'Alcubierre qui a été formalisée plus tard. Alors je ne sais pas si Alcubierre était inspiré par Star Trek, mais c'est marrant de voir effectivement que Star Trek inspire pas mal les scientifiques. Voilà, après c'était un documentaire orienté là-dessus. C'est les grandes pistes en fait, c'est les grandes pistes qu'ont apporté en fait les découvertes scientifiques qu'on poursuit. Des fois le temps en fait de vérifier une intuition, ça met 50 ans. Donc c'est vrai que pour l'instant on en est toujours dans cette prospective-là. Mais il y a encore des ponts à faire entre justement les sciences physiques. Entre la physique quantique, entre la physique einsteinienne, et puis à résoudre pas mal de problèmes d'entropie. Mais voilà, donc, mais comment écrire aujourd'hui et vivre une nouvelle science-fiction? C'est-à-dire que dans ces paramètres, je veux dire, dès qu'on parce que ça, c'est une science-fiction positive, c'est une science-fiction qui date de l'avant-guerre, donc de l'âge d'or de la SF américaine, qui date de Verne, etc., etc. Mais aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un point charnière qui a été déjà projeté dès les années 60 et qui a été retranscrit moi je dirais cinématographiquement. Par deux films qui sont et deux livres aussi. C'est deux livres qui ont donné naissance à deux films, mais les films on les connaît tous. C'est Soleil Vert et Solaris, qui sont parus tous les deux la même année
en réponse en fait à deux perspectives de l'évolution de l'homme, qui est celui du bloc américain et celui du bloc russe. Et donc Soleil Vert, c'est une science-fiction justement où la planète manque de ressources, où elle est polluée, où des pandémies apparaissent, où des manifestations arrivent et secouent en fait la vie pour avoir du soleil vert qui n'est autre en fait que des êtres humains qui ont été recyclés. Donc c'est-à-dire cette société retrouve son cannibalisme ancestral. Et peut-être cannibalisme qui ne l'a jamais quitté d'ailleurs. Et de l'autre côté du bloc, on imagine justement une humanité qui est partie de la planète, qui arrive dans un autre système solaire, une autre galaxie, et qui se retrouve à étudier une planète qui est en train de prendre, en fait, qui est en train de s'ouvrir à la vie. Et ils s'aperçoivent en fait que cette planète s'ouvre aussi à eux. Et donc à leurs fantasmes et à leurs projections. Et aujourd'hui, penser une nouvelle science-fiction, c'est peut-être prendre en considération en fait ces deux fins qui existent, ces deux projections, dont une est autoréalisatrice puisqu'elle arrive aujourd'hui, et que en fait, lorsque finit le générique de Soleil Vert, eh bien, on a cette petite épitaphe qui s'appelle New York 2022. Donc il nous reste 1 an pour manger nos morts. Bon appétit. Et je veux dire, et celle en fait du bloc de l'Est, je dirais, c'est toujours notre espoir. Notre espoir est d'arriver sur une planète qui va être vivante et qui va pouvoir nous accueillir dans ses bras ou dans son atmosphère. Mais en tout cas, donc ces deux prophéties autorisatrices sont proposées en même moment, en 1972 et aujourd'hui. Penser une nouvelle science-fiction, écrire une nouvelle science-fiction, je ne sais pas ce que tu en penses Philippe, c'est peut-être sortir de tout ça maintenant. Sortir de tout ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Pascal aussi. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, comment on peut changer notre trajectoire somatique qui a été définie justement par cet imaginaire, qui a travaillé nos quotients, nos inconscients, à travers les lectures, à travers les prévisions que font les scientifiques, à travers la recherche que mènent les scientifiques, et à travers l'écriture de l'écrivain de science-fiction qui, lui, a envie, en fait, d'imaginer une autre humanité. Alors j'ai un petit truc à dire là-dessus, qui est assez c'est un peu abstrait, mais ça rejoint ce que je disais un peu avant. C'est que oui, ça rejoint complètement en fait, parce que je disais la réalité rattrape la fiction, c'est-à-dire que on se retrouve avec la technologie, l'avance technologique qui est, je veux dire, qui de toute façon, on va pas dire que personne, on va dire tout le monde est content de ça. En même temps, a plutôt tendance on constate que ça a plutôt tendance à refermer les gens sur eux. Et finalement, pour dépasser cette étape et aller plus loin, et éventuellement donc quitter la Terre, comme je disais avec ce problème en gros, on va dire, en schématisant, une Terre unie n'arrivera jamais à sortir, un environnement uni n'arrivera jamais à sortir de chez lui. On se retrouve avec donc des gens qui sont de plus en plus des individus, des écrivains, des scientifiques, qui sont de plus en plus individuels, qui ont de plus en plus de libre arbitre, et qui sont de plus en plus déconnectés des uns des autres, alors que tout d'un coup, pour aller plus loin, il faut arriver à se reconnecter, ou trouver des moyens de se reconnecter, malgré la distance, malgré...
Et donc, là par contre, il y a tout un univers là-dedans, parce que comment le faire, on est en plein dedans. Ah, c'est ça, c'est-à-dire Pour le coup, on est en plein qu'on dedans. on retombe sur ton inquiétude du début que tu nous exposais par rapport justement à finalement explorer cette science-fiction. Eh bien, c'est de créer des connexions, mais des connexions aussi avec les autres. C'est-à-dire que cette technologie étant enfermante, on le constate aujourd'hui, elles permettent d'isoler l'individu dans des bulles, dans des mondes virtuels, avec des occupations qui sont souvent, je dirais, routinières. C'est-à-dire, à force d'enfermer l'individu dans un rituel imaginaire, comment faire pour qu'il se reconnecte. Et c'est un petit peu, je veux dire, moi ça me fait penser à Montaigne, tout ça. Ça me fait penser à Montaigne, c'est-à-dire les voyages forment la jeunesse, et finalement, comment découvrir le voyage autrement qu'en le pratiquant. Voilà, moi je suis assez d'accord avec ça en fait, c'est que bon, Pascal partait du principe que en fait l'humanité ne peut sortir de sa bulle Un postulat, oui. quelque C'est vrai part que il c'est est un un peu postulat. prêt à le faire. Moi j'ai l'impression que c'est plus on faisait un petit peu le parallèle tout à l'heure entre effectivement la science-fiction de l'âge de l'abondance versus la science-fiction qu'on vit aujourd'hui en fait, où on sait depuis maintenant plus de 50 ans qu'effectivement les ressources de la Terre sont limitées, qu'en fait on a déjà fait le tour de la Terre je ne sais pas combien de fois, et que il n'y a plus vraiment de Far West, il n'y a plus de terra incognita, et peut-être que quelque part c'est un peu aussi ce qui nous enferme. C'est-à-dire que pendant quasiment le début de l'humanité, on est parti effectivement peut-être d'un point en Afrique, et on a essaimé, on a découvert de nouveaux horizons, et peut-être que c'est finalement le moteur de l'humanité. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être justement parce que le moteur de l'humanité, le moteur, donc on sait que maintenant la Terre est connue à 95%, contrairement à l'univers. Et peut-être que justement ce qui nous manque, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas les voir au-delà finalement, peut-être la Lune, peut-être un jour Mars, mais bon, on voit bien que ça C'est reste d'être compliqué. en face de ce mur, Voilà. qui est Et que qui est finalement, l'espace. est-ce qu'il ne faut pas envisager effectivement, est-ce que la solution pour l'humanité, ce n'est pas justement au contraire l'essaimage, c'est-à-dire aller voir ailleurs, s'ouvrir de nouvelles frontières, de nouvelles terres inconnues? Est-ce que c'est pas finalement dans notre ADN plus que le contraire? Alors est-ce qu'on fait juste reporter le problème à une autre échelle, ou est-ce que en emmenant nos problèmes avec nous, ou est-ce que non, au contraire, c'est un nouvel âge d'or, c'est une nouvelle ère d'abondance, et que du coup ça résout aussi un peu nos problèmes, nos névroses quelque part, dans lesquels nous enferme en fait la finitude de la Terre, des ressources qu'on peut exploiter, alors qu'on n'est pas capable de limiter notre croissance, ne serait-ce que démographique. Alors, justement, la croissance démographique, elle est toujours liée à la sédentarisation. C'est-à-dire que ethnographes, anthropologues, en fait, qui ont étudié justement ces phénomènes, je veux dire, de migration, c'est-à-dire que on est avant tout, comme tu dis, des nomades. Et donc, notre nomadisme s'est développé dans plusieurs cultures, et je veux dire, il n'y a pas une culture qui n'a pas été nomade à un moment donné. Je veux dire, et aussi bien on en a les vestiges, je veux dire, physiques, comme les menhirs, Stonehenge, etc., qui sont quand même des lieux qui communiquent avec d'autres lieux, parce que justement les hommes faisaient le lien, et que ces points de repère étaient déjà des repères spatiaux, en fait. Aussi bien en Mongolie, aussi bien. Je veux dire, le nomadisme fait forcément partie de nos gènes, enfin en tout cas de notre nature. Et lorsque l'homme se sédentarise, en fait c'est là que commencent à apparaître les notions du bien, du mal. Alors le bien, c'est la propriété, et en même temps quand tu es le propriétaire de l'espace, en fait tu commences à le quantifier, à le rationaliser, à en faire des rations, c'est-à-dire à planter des choses. Alors c'est pas parce que le nomade aussi il plantait des légumes, etc. Donc voilà, et là ça permet justement la domestication plus poussée, etc. Et on est toujours dans ces travers pour l'instant de la sédentarité. C'est-à-dire que la sédentarité, c'est la mort de l'homme. Et ça, il faut en être conscient.
C'est-à-dire que, parce que autour de lui, les ressources ne font que s'épuiser. Et puis, tu vas pouvoir développer la rationalisation, la gestion d'espace. Tu vas permettre, je veux dire, une surabondance de biens, de produits, mais à un moment donné, elle va être toute consommée. Et donc, il faut la retourner en mouvement. Comme, en fait, c'est comme si, en fait, dans nos sociétés, en fait, rallongeaient le temps de l'hivernage, rallongeaient le temps, en fait, dans lequel on est statique. Obligé de l'être. Obligé de l'être. Et donc, mais maintenant, aujourd'hui, il est grand temps de retrouver du mouvement. Et ce mouvement, en fait, il demande, en fait, à abandonner, en fait, cette gestion de l'espace tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sa rationalisation. Oui, bien sûr. Oui, Attali avait déjà cette expérience de pensée, je pense. Et donc, finalement, abandonner, retrouver du mouvement, retrouver le chemin de l'espace, retrouver la clause, c'est en fait abandonner toute cette pensée qui s'est construite dans notre sédentarisation aujourd'hui et qui en fait font de nous des êtres figés. Mais moi j'ai une petite expérience personnelle là-dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une dizaine d'années, il y avait un projet suédois, je pense que ça s'appelait Mission to Mars, qui est une grosse, qui s'avérait être une grosse arnaque, mais c'est pas la question. Donc le projet, c'est ils ont recruté mondialement des candidats pour développer sur une 10-15 d'années un projet d'explorateur de Mars, avec un dossier plutôt bien monté, une sorte d'échéance pour que la technologie se développe en même temps et que ça permette le truc, plutôt bien entouré, avec psychologue, un truc, on va dire, ils ont quand même réfléchi au truc. La façon dont ils finançaient ça, c'était un genre de space reality show. Là, c'était de la science-fiction pour le coup. Et moi, ce qui m'avait intrigué, c'était l'application de candidature. C'est-à-dire qu'ils demandaient, c'était pas compliqué, ils demandaient à tous les candidats de la Terre d'envoyer une vidéo où ils expliquaient pourquoi ils avaient envie de le faire, pourquoi ce seraient des bons candidats. La question qui tue, ça par contre c'est une bonne question, c'est vraiment la bonne question. Et ils demandaient de définir leur sens de l'humour. Mais ça, de ce point de vue-là, c'était plutôt bien vu. Après, moi j'ai regardé, ils diffusaient au fur et à mesure il y a eu plein de vidéos comme ça des candidats et on voyait bien effectivement où tout le monde, effectivement, ça coinçait au niveau de la définition du sens de l'humour, dans le sens que au moindre problème humain, technique, etc., t'es mort. C'est évident parce que là, il y avait cette crise de nerfs. Le truc. Sur le coup, par contre, j'avais pris ça assez au sérieux sur le moment, et j'avais vraiment, moi, je m'étais dit, tiens, est-ce que je le ferais pas vraiment. Du coup, je m'étais quand même mis dans la tête, c'est une drôle de décision quand même, de dire je vais partir pour Mars, avec dans un voyage sans retour, bien sûr, à condition de trouver les moyens de retourner soi-même, c'est-à-dire que le processus quand même, c'est-à-dire quand on se met vraiment à réfléchir là-dedans, qu'on se met en situation, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, moi j'ai aucun souci avec ça. Par contre, là où tout d'un coup ça devenait potentiellement réel, dans ma tête en tout cas, on se met à envisager plein de choses et plein de choses qui vont coincer, et notamment pas les problèmes techniques. On peut imaginer, comme je reviens un peu sur ce que je disais, mais on imagine assez qui vont être encadrés, avec un minimum de formation. Bref, si c'est bien foutu, là-dessus, il n'y a pas de souci.
Par contre, le paramètre qui est flippant, c'est ce paramètre humain. Bah oui, c'est un... C'est déjà difficile de vivre en couple, alors bon. Voilà, et c'est déjà difficile de vivre avec soi-même aussi. Alors, imagine, et puis là, Oui, déjà à avec bord d'une soi-même. capsule, tu peux pas te quitter. Non, mais- hein. Non, ce qui est difficile, c'est de vivre tout seul, Oui. d'une manière générale. On n'est jamais tout à fait tout seul, mais ce sentiment-là, déjà, ce sentiment de déconnexion, et bah, ça, c'est un sentiment, c'est un truc dont on a l'expérience. La littérature le couvre dans tous les sens. C'est une cause, c'est la première cause de suicide. Oui. Et donc, en fait, Et- on pourrait se poser la question si, en fait, le meilleur candidat pour Mars, ce serait pas un paraplégique. Bah, Je sais pas, pas s'il a appelé, plus d'expérience de la solitude que les autres, non, je sais pas. Bah oui, oui. Et puis, il peut pas attenter à sa vie. Oui, mais en même temps, même à Stephen Hawking, malgré ses moyens, toute son énergie, elle est passée dans le fait de communiquer avec les autres. Mhm. Et il l'a fait. Ça, c'est un truc. Je veux dire, hormis son boulot, c'est sa démarche, je trouve, est très parlante, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette question humaine, cette question justement, ben, en fait, voilà, on pourrait voyager, mais voyager dans l'espace qu'en étant toujours en communication avec les autres. Oui, ou encore une fois, l'idée, ce serait à ce moment-là d'embarquer une partie suffisamment significative de l'humanité. C'est-à-dire qu'effectivement, Oui. un tout petit groupe, effectivement, Une plus partie sociale. le groupe est réduit et plus il y a de chances, effectivement, que le manque de communication avec l'extérieur se fasse sentir. Plus le groupe est élargi et moins ce sentiment-là risque d'être présent. Même si, bon... Mais là encore, on imagine en fait qu'on ne pourrait partir que seul ou à très peu. bon, j'en ai déjà posé. C'est-à-dire qu'on pourrait partir que seul ou à très peu. Merci, non, ça va aller. Merci. Alors que visiblement, hein, les auteurs de science-fiction ont déjà en fait pensé à ces vaisseaux-mondes. Hein. Oui. Et peut-être que le premier vaisseau-monde, c'est justement notre planète. Donc c'est-à-dire que notre planète étant notre vaisseau spatial, en fait finalement, peut-être que, je sais pas, peut-être que la technologie du voyage dans l'espace, peut-être le changement de trajectoire en tout cas, pourrait, je veux dire, ça pourrait nous paraître être de la magie à nous, mais pourquoi pas justement penser à je veux dire, à notre position dans l'espace, et je veux dire, finalement, cette trajectoire du voyage, est-ce que finalement elle s'effectue pas, en fait, si elle est en train de s'effectuer d'une manière ou d'une autre, mais est-ce qu'on va être à bord de ce vaisseau-monde assez raisonnable pour qu'on ait assez de vivres pour tout le voyage? Oui, mais là, effectivement, alors c'est marrant parce que bon, en parlant de Mais comme tu dis, du comme tu as dit dans la vaisseau-monde, préface, ça il m'a n'y fait a penser pas à de Cosmos pilote. Hein. 1999. Oui. Où, pour le coup, effectivement, c'est la planète, enfin le satellite La en Lune, l'occurrence, la oui, Lune. qui voyage, mais au-delà de ça, oui, enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on on va voyager effectivement avec nous-mêmes, avec ce qui compose l'humanité, effectivement, et savoir qu'on risque de reproduire effectivement les problèmes ailleurs qu'on a rencontrés ici, quoi. Ça, c'est certain. Ou alors, il faut vraiment changer l'ADN de l'humanité Mhm. avant d'entamer le voyage, peut-être. Bah, on va peut-être éviter ça, je veux dire, parce que en fait, si on modifie l'ADN de l'humanité, bah, c'est pas nous. Donc finalement, si c'est pas parce que l'humanité, je veux dire, pour l'instant, c'est cet ADN qui nous compose. Je veux dire, et c'est aussi cet esprit en fait qui l'accompagne. Oui, mais bon, c'est vrai que, en tout cas, là, c'était un des derniers points que je voulais aborder dans les recherches que j'avais faites. Effectivement, c'était la mutation, enfin
l'évolution génétique de l'espèce humaine. Bon, on sait que de toute façon l'humanité a évolué de l'Homo erectus à l'Homo sapiens aujourd'hui. Est-ce que finalement pour voyager, est-ce qu'on ne doit pas passer à un Homo spatialensis ou je ne sais pas comment il s'appelle? Oui, mais jusqu'à présent, en fait, C'est une évolution naturelle, je suis d'accord. cette évolution est naturelle. Tout à fait. C'est-à-dire, elle n'est pas le fruit de quelques hommes. Bien sûr. Et en fait, C'est le fruit de l'expérience. voilà, c'est pas une expérience. Quoi. C'est pas de la- Ouais, je suis C'est d'accord. pas le fruit de l'information, c'est le fruit de l'expérience. Bah en fait, je veux dire, s'infliger en fait vouloir contrôler, maîtriser et je dirais s'automutiler. Parce que ça peut être de l'automutilation, on coupe quelques gènes dans l'être humain, on en remet d'autres, on sait pas. Je veux dire, en fait, il faut respecter cette intégrité. Je veux dire, quelle humanité. En tout cas, c'est une question. C'est en tout cas aussi un thème intéressant, effectivement, de savoir si on nous se modifie nous-mêmes, effectivement, pour contourner des problématiques techniques, effectivement, qu'est-ce qui reste de nous-mêmes Mais en fait, justement, cette décision, humanité. elle n'appartient pas à l'homme. Voilà, elle ne lui appartient pas. Je veux dire que de quelque toute part, façon, en elle fait, lui, il n'est pas là pour justement décider. En tout cas, c'est peut-être la grande problématique. Il n'est pas pour décider pour d'autres. Oui, mais quid Et justement, c'est-à-dire que Google, on peut pas Google X n'est pas décider, d'accord. en fait, justement, de créer, en fait, une créature qui pourrait être notre représentante dans l'espace. Je veux dire, je veux dire, cela se fait. En fait, mais je dirais en tout cas pas de notre vivant. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque part, même si en fait nos sociétés sont eugénistes, tu vois, finalement, puisque une belle femme va sélectionner le plus bel homme, elle veut avoir les plus beaux enfants, etc., et qu'on le fait pour les petits animaux de compagnie, puis on les stérilise aussi, etc., etc. Je veux dire, toutes ces horreurs, toutes ces atrocités qu'on peut commettre, tu vois, soi-disant pour le bien, en fait, de l'animal, en fait, il faut pas oublier que finalement, justement, c'est pas à nous, tu vois, de le faire. C'est justement, il faut que ça puisse se faire naturellement. Je sais pas, Pascal, tu voulais réagir? Ah, on a perdu Pascal. Oui, enfin bon, sauf que bon, on s'aperçoit que... Là, c'était un peu coupé. Ouais. Tu voulais intervenir à un moment donné, je crois? Non, je disais, à un moment donné, ce que je disais, oui, non, je disais, oui, j'ai dit Google X n'est pas d'accord. Ah oui, oui. Parce que, c'est-à-dire qu'effectivement, en même temps, bon, là, on raconte tout ça, en même temps, on sait bien que il y a des, donc, ne serait-ce que Google X, ça fait, c'est pas, on en parle un peu maintenant, mais ça fait une bonne décennie que c'est déjà un truc qui est un peu sur les rails. C'est-à-dire que le délire effectivement de faire des sortes d'hommes améliorés avec pour des buts qui sont faciles, qui sont très intéressants, parce qu'effectivement dans le principe c'est super intéressant de savoir qu'on pourrait peut-être transvaser des informations au cerveau comme un disque dur, des choses comme ça. Après, le problème, c'est qu'on a un truc, on le fait juste parce qu'on peut le faire, mais sans se poser quand même des questions qui sont un peu graves, parce que, je veux dire, effectivement, si on propose à n'importe qui d'avoir tout d'un coup toute l'encyclopédie universalis dans le cerveau, ça peut être, c'est vrai que c'est un peu séduisant. Maintenant, faut penser quand même aux conséquences, c'est-à-dire qu'avoir plein d'informations sans en avoir l'expérience, on est où? On est où? C'est le problème un peu de Champollion, hein, qui avait une mémoire totale. Donc en fait, dès qu'il lisait quelque chose, dès qu'il apprenait quelque chose, et dès qu'il vivait quelque chose, il ne l'oubliait jamais.
Donc, bah, finalement, après, bah, tu penses hiéroglyphe, hein, forcément. Donc, c'est peut-être pas, je veux dire. Oui, ce qui paraît, ça paraît être une super capacité, et en même temps, ça a forcément des travers, parce que Exactement. justement, le Champollion, c'était super pratique, mais si nous-mêmes on avait une mémoire qui n'était pas, souvent la mémoire est quand même rattachée à des émotions, donc toujours quelque part, c'est toujours de l'expérience, des choses qui ont été vécues, et ce qui reste, ce qui est imprégné, même la culture, ce qu'on retient, des principes, c'est un peu des choses qu'on comprend, c'est des choses quelque part qu'on a un peu vérifiées par l'expérience. S'il n'y a rien de tout ça, on obéit juste à de l'information, et puis bah, on n'a plus de libre arbitre, du coup, on n'a plus, je veux dire, on fait plus d'erreurs, parce que donc on est vraiment dans les rails, et il n'y a plus d'exploration, on n'explore plus rien, puisqu'on sait tout. Voilà. Alors oui, on sait tout sauf ce qu'il y a à découvrir. Donc pour le coup, est-ce que, compte tenu de notre richesse intérieure, est-ce que ça nous pousse à continuer à essayer de repousser les limites de la connaissance, ou est-ce que ça nous cantonne finalement à ce qui est déjà connu? Est-ce que c'est pas un peu le risque d'ailleurs des réseaux sociaux où on croit tout savoir et où exactement, c'est ça. C'est-à-dire que qu'en fait ce savoir en fait existe déjà, et en fait il est oublié. C'est-à-dire, ou si tout simplement, en fait, ce savoir s'invente, se crée réellement, plutôt qu'en fait ne se redécouvre. Donc toute la question est là, c'est-à-dire que est-ce que ce savoir c'est un tout et donc est fini? Est-ce que ce savoir est fini, ou est-ce que ce savoir est vraiment à inventer, à découvrir? Personnellement, je pense plutôt qu'il est plutôt à inventer, Pascal. Qu'est-ce que tu en penses? À découvrir, mais à créer, peut-être. Oui, à découvrir, à créer pour le découvrir, oui. Mais c'est-à-dire que la recherche, c'est important. Oui. C'est-à-dire, c'est comme, bah allez, on va revenir dans les classiques. Toujours pareil, la destination, c'est jamais ce qui est le plus important, c'est le voyage. Bien sûr. Dans ces trucs-là, ce qu'on propose, c'est d'arriver directement à la destination. Franchement, c'est chiant, hein. C'est-à-dire, mais dans ce cas, on enlève toutes les séries de Star Trek, et puis c'est bon, hein, on a tous les trucs, on dit directement qui est le coupable, et puis c'est fini, hein. Oui, tout à fait, Pascal. Bon, bah, je pense que peut-être on a abordé un petit peu la thématique là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi pour justement vivre. C'est pas un rap, c'est la science-fiction. Ah d'accord, ben voilà, alors viens approche. Il y a un rap science-fiction qui arrive, il paraît. Voilà, on va écouter un rap science-fiction, voilà, très bien. Voilà, c'est parti. Attends, c'est pas son date, faut te présenter. Ah oui, oui. Ça va être... Ah, c'est là? Tu captes pas trop les yeux. Bonjour, la lumière de l'espace. Space light. Okay, here we are discussing something science fiction, an depiction. We tend to think it is a projection of imagination, astro humans based on space travel.
pivoting somewhere where technology is evolving. The black hole mining a coal, the Big Bang explosion of multiple cells. And we sang how to write a new science fiction. Scientists have thought it all before. The core solar system. Il me faut une instru qui bouge un peu plus. How do we push back knowledge or go back to college or take a trip to space? Find a place where the planets and the moons rotate. Find your own independent state in which virtual storage doesn't exist. And we put it in rubbish with a twirl, a Tetris of swirls. So many celluloids, so many cells spinning in space like 2001. Now it's all improvisation. I said, you're the one. If I spun on Jupiter, Mercury itself, it's murder me, mercenary rhyme. Taking the mic like a Nime, in time, one time for a dime. I say, if we had money in space, what currency would it be? What value would it be? Would it be like a euro, like a dollar, like a peso? Who knows? But I know eso, it's las estrellas. Igualmente, si decimos que es un sol, una solar eclipse, an eclipse, it's black or white or other colors. No colors don't exist in space, but they said movement before. Space is always in movement, so I'm not sore, I'm not poor. There's no decor, only the rising and the falling of the universe. Now I'm getting lost, moving all in one quest. It's the bandwagon here in Pantin. Let's say it all together. En montant, mandarin. Il parle pas mandarin en espace, mais c'est pas grave. Peace. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Alors, merci d'être avec nous au Salon du Livre. Avec plaisir, vraiment. Tu es en lice pour le prix 1000 saisons. Ouais. Donc tu as ta nouvelle Atrium Miracularum. Absolument. Donc qui a été éditée dans la Cour des Miracles, enfin dans l'anthologie de la Cour des Miracles. Comment t'es venue l'idée de participer à cette anthologie ? Alors, en fait, je suis vraiment un tout jeune écrivain. J'ai commencé à écrire il y a vraiment très peu de temps et c'est vrai qu'il m'a paru que l'écriture de nouvelles était un moyen vraiment intéressant de se faire connaître. Et c'est en passant par un concours de nouvelles, un appel à texte, effectivement, que j'ai découvert le vôtre. Et comme le thème m'intéressait également, je me suis dit tout de suite qu'il fallait que je participe. La Cour des Miracles, c'est quoi pour toi, Philippe ? Moi j'avais envie de décaler un petit peu, donc c'est vrai que j'ai fait un décalage temporel en le replaçant. Puisqu'on est dans l'Antiquité, à l'époque romaine. Exactement. Et là on ne s'attend pas à trouver la Cour des Miracles à cette époque-là. Ouais, alors c'est vrai que je me suis fait un peu peur, je me suis demandé si j'allais pas être un peu hors concours. Et donc j'ai pris un peu la Cour des Miracles à l'envers. Là on prend des gens qui sont effectivement sains de corps et d'esprit. Et il va y avoir un événement qui va faire qu'ils vont devenir quelque chose de complètement différent. Et il y a quelque chose effectivement d'assez miraculeux, même si ça tourne un peu, plutôt au cauchemar. Comment en es-tu venu à écrire ? Je veux dire, pourquoi ce média-là ? Alors, moi ça fait très très longtemps effectivement que je cherche à écrire, que je jette des notes sur des papiers, etc. Que j'avais quand même vraiment cette envie au fond de moi, depuis très très longtemps, vraiment depuis adolescent. Ces derniers temps, je suis allé m'inscrire à un atelier d'écriture qui m'a permis de mettre un petit peu en forme tout ce que j'avais envie d'écrire. Et ben, c'est suite à cet atelier d'écriture, je me suis dit bon, maintenant il faut s'entraîner. Donc j'ai participé à des concours de nouvelles, dont le vôtre. Très bien. Philippe, je te remercie d'être avec nous dans cette aventure. Et vous pouvez retrouver Philippe dans la Cour des Miracles. Donc la nouvelle, c'est Atrium Miraculorum. Bravo lecteur. Merci. Le
fait que l'auteur sache que ce qu'il est en train d'écrire plaise au lecteur, est-ce que tu trouves ça rassurant? Est-ce que tu trouves ça motivant? Est-ce que ça t'encourage plus dans ton projet d'écriture que d'écrire un livre tout seul chez toi, en ne sachant pas ce qu'il va devenir? Si tu sais trahir pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais sans honte écraser les faibles qu'avec un pas jouer, si tu sais observer la misère et comprendre comment en profiter, alors tu feras partie des grands